Bonsoir. Alors quand il s'agit de l'intellect humain, je vais parler exclusivement de cela, la pensée d'Averroès tient presque en deux mots. Le mot de jonction d'abord, et ensuite le mot de fantasme. La présentation courante, en effet, dit d'abord que la théorie d'Averroès est une théorie de la jonction. Jonction traduit l'arabe tissal, qui a donné dans le latin médiéval deux termes, continuatio, qu'on peut traduire par continuité, ou copulatio, qu'on traduit par couplage, par attachement, par jonction. Ces trois traductions sont acceptables. Donc une théorie de la jonction entre l'intellect séparé et unique d'un côté et chaque corps humain de l'autre. L'idée étant que cette jonction donnerait à l'individu, malgré tout, c'est-à-dire nonobstant la séparation de l'intellect, d'accéder à l'intelligence et d'y accéder singulièrement. Deuxièmement, cette présentation courante pose que le fantasme, c'est-à-dire l'image individuelle inscrite dans le corps propre, serait la cause, le biais de cette jonction différenciée, voire son lieu. Averroès serait donc le partisan de cette double thèse. L'homme se joint à l'intellect séparé et unique, et il s'y joint par ses images, par ses fantasmes. À ces deux idées, la tradition critique, commencée avec Thomas d'Aquin, a opposé deux choses. Premièrement, que l'idée même de jonction est le signe d'une erreur. Une bonne philosophie, en effet, ne devrait pas avoir à se soucier de jonction pour cette raison que l'intellect et le corps ne sauraient être considérés comme originairement disjoints, de sorte que le projet même de ce rapiessage, de cette suture entre l'intellect et le corps, trahit chez Averroès une absurde métaphysique de l'esprit qu'on pourrait dire à la fois dualiste et foncièrement antipersonnelle. Deuxièmement, à supposer qu'il faille envisager une jonction, on a couramment fait valoir que le fantasme ne saurait en être le bon moyen. Le fantasme, a-t-on répété dans l'histoire, n'est pas le trait d'union, la couture qu'Averroès veut voir. Il n'est ni ce en quoi, ni ce par quoi le corps individuel parvient à rejoindre personnellement l'intellect unique et transcendant, c'est-à-dire simplement à penser. Et cela parce que ce fantasme n'est rien que de l'intelligible en puissance et que la pensée, donc, a besoin pour advenir en acte de s'en dégager, de s'en abstraire. Autrement dit, le fantasme ne joint pas, il est au contraire ce qu'il s'agit de quitter. Pour le corps qui la porte, ainsi, l'image n'ouvre sur rien d'intelligent qui puisse lui revenir. Elle enferme au contraire l'individu dans l'animalité et ne lui offre dans le processus intellectuel d'autre rôle que celui aliénant d'objet d'une rationalité produite et assumée au dehors. Dans ce qui suit, je voudrais défendre l'inverse et suggérer comment on peut repenser la jonction chez Averroès et, ce faisant, le statut, la fonction et la puissance du fantasme. Le problème est au point de départ. Il consiste à croire que tout commence chez Averroès par un fossé ou par une coupure substantielle entre l'intellect d'un côté et de l'autre, le corps imaginant qu'on assimile à l'individu. L'avéroïsme serait d'abord un dualisme où l'intellect et l'individu-corps, se tiendraient au commencement à distance l'un de l'autre, comme deux réalités ontologiquement indépendantes dont il s'agirait par suite d'envisager la réunion dans l'idée qu'on doive et dans l'espoir qu'on puisse de ces deux-là faire un. Or, il n'en va pas ainsi, et cela pour une raison fondamentale d'allure d'abord extrêmement banale, c'est que pour Averroès, pas moins que les autres, l'homme se définit comme animal supérieur capable de penser. Ce qui signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'homme indépendamment de l'intellect, qu'il n'est pas, par définition, d'humanité infra-, pré- ou arrationnelle. Là où il y a de l'homme, il y a de la pensée. Ou plutôt, là où il y a de l'homme, il y a, comme sa première marque, la capacité de penser. L'homme, en son être même, paraît quand paraît un corps ouvert sur l'intellectualité. En termes techniques, ceux du péripatétisme antique et médiéval, cette ouverture, ce pouvoir-être intelligent, s'appelle l'intellect matériel. Et l'homme, c'est d'emblée un corps augmenté d'un intellect matériel qui, pour Averroès, et quoi que disent les adversaires, constitue sa forme. L'homme en tant que tel a comme forme l'intellect, mais originairement il l'a sur le mode seulement inchoatif ou embryonnaire d'une pure puissance de pensée advenue pour chacun relativement à son corps. L'intellect, par conséquent, est bien séparé du corps, oui, parce qu'il n'est pas à proprement parler un pouvoir, une virtus de ce corps, une virtus matérielle, mélangée à lui comme la vue l'est à l'œil, mais il est malgré tout une puissance attenante à ce corps et constitutive de l'être homme de l'individu. Si l'on veut comprendre ce que chez Averroès fantasmer, penser ou être veut dire, c'est de là qu'il faut partir. Il est vrai, c'est indéniable, que la notion de jonction qu'Averroès place au centre du jeu suppose une séparation, une dualité,
étant donné évidemment qu'on n'a pas à rendre un, à adjointer, à unifier ce qu'il est déjà, et que la jonction donc se fera sur fond d'écart, d'altérité. Mais la question est de savoir ce qui est séparé et qu'on viendrait réunir. Or, on se trompe si l'on considère qu'il s'agit de l'intellect et de l'homme. L'homme, chez Averroès, n'est pas séparé de l'intellect, puisque, je le répète, il n'advient comme homme qu'en tant qu'être pourvu de la puissance de pensée qu'est l'intellect dans sa forme nue. Ce qu'il faut comprendre, par conséquent, c'est non pas que l'homme est séparé de l'intellect ou de la puissance de pensée, mais que l'intellect advient à l'homme comme puissance de pensée séparée de l'acte, et que c'est cette séparation-là, celle de la puissance au seuil de l'acte, qu'il doit s'agir de combler. Telle est la jonction dont Averroès se soucie. L'homme ne se joint pas à l'intellect, lequel d'emblée le constitue, il doit se joindre à l'acte, dont son intellect d'abord est la puissance. La copulatio, la continuatio, l'ittisal n'est pas, pour l'homme, comme un arraisonnement de l'intellect au dehors, n'est pas le grappin mis sur une substance extrinsèque, une sorte d'abordage mental, mais c'est en l'homme, du dedans, la continuité, le couplage de l'intellect matériel à l'intellect en acte. Qu'est-ce que cela signifie ? Que veut dire pour une puissance, en l'occurrence la puissance de penser, d'être couplée, de se continuer, si je puis dire, à son acte ? Cela signifie simplement, d'abord, quoique la question n'est plus rien d'aristotélicien, s'actualiser, passer à l'acte. Averroès, toutefois, a plusieurs mots pour le dire, et le premier est curieux. C'est, dans le latin médiéval, la traduction de Michel Scott, évasio, qui traduit chez Ibn Rushd l'arabe très courant khuruj, qui signifie la sortie, l'échappement, l'échapper hors d'eux. Ce terme est en lui-même censé traduire chez Aristote le grec soteria, non pas le salut, mais la sauvegarde, ou plutôt la conservation. En effet, quand Aristote, dans son traité de l'âme, parle du pâtir, le paskein, il explique dans un passage très célèbre qu'il en est deux sortes. La première sorte de pâtir est une destruction, phtora, sous l'action du contraire, et la seconde, en revanche, une conservation, soteria, une conservation de l'être en puissance qui, en vérité, s'accomplit dans la ligne de son essence, tandis qu'il pâtit. Et c'est cette sorte-là de passion qui vaut pour l'intellect lorsqu'il s'actualise, c'est-à-dire une passion qui, conduisant à l'acte, constitue, dit encore le texte d'Aristote, un progrès, épitosis, vers soi-même. Le grec épitosis, qu'on traduit par progrès, est rendu chez Ibn Rushd par l'arabe ziyada, qui signifie l'accroissement, l'augmentation, l'intensification, puis par le latin additio, addition. Si l'on rassemble tout cela, on dira donc que la jonction, chez Averroès, c'est celle, en l'homme, de la puissance de penser à son acte, et que cela, techniquement, signifie que l'être porteur de cette puissance s'évade, mais s'évade vers lui-même. Cela signifie qu'il sort, qu'il s'additionne, qu'il s'accroît vers lui, ou encore, usant d'un lexique qu'Averroès hérite d'Alexandre d'Aphrodise, beaucoup plus que du néoplatonisme, cela veut dire que l'être, en pensant, s'élève, et que tendu vers sa perfection, Kamal, il se transfère, intakala, vers lui-même. C'est cela la jonction, du dedans, sur fond d'unité, mais une unité simplement prometteuse, en creux, le transfert parachevant de soi vers soi. Cette jonction ainsi, de l'intellect à son acte, est un accomplissement interne et sa portée est ontologique. Averroès ne veut pas, par conséquent, établir la connexion d'un homme sans tête à un intellect transcendant. Mais il veut concevoir le déploiement dans l'individu humain de cette forme qu'est pour lui l'intellect et qui, dans son premier état, est pure puissance. L'intellect est toujours déjà la forme, la perfection de l'individu, mais il l'est premièrement comme intellect matériel, et sa tendance, sa dynamique, sa nature, c'est de passer à l'acte pour s'assimiler progressivement mais complètement à ce que la tradition appelle l'intellect agent. La jonction n'est rien que le nom de ce processus au cours duquel l'être intelligent de l'homme, présent dès l'origine, mais vide, accède à l'être plein de sa perfection dernière. La jonction se fait du passage de l'intellect matériel, forme première de l'individu, à cette forme de la forme qu'est l'intellect agent et qui constitue pour tous le sommet heureux de l'intellectualité. Il se peut qu'un modèle physique ici est joué. L'ittisal, en effet, la continuatio, c'est d'abord un concept physique. Dans la physique d'Aristote, livre 5, chapitre 3, ittisal et continuatio traduisent synekeia, la continuité, ou synekes, le continu. Aristote explique dans ce texte que deux choses deviennent continues lorsque la limite par laquelle elles sont en contact devient la même, c'est-à-dire unique. Puis il en vient, dans un passage un peu difficile, à parler de la sumfusis, qu'on traduit par connaturalité, par union naturelle. Cette sumfusis, il paraît en faire une variété de continuité, et il dit d'elle, je cite, qu'elle est dernière
au point de vue de la Genèse. L'arabe médiéval a traduit sumfusis par un terme qui bouleverse beaucoup le grec, celui d'ittihad, qui signifie l'union, l'unification, le fait de fusionner, et qui sera rendu en latin par adunatio, l'assemblée, le rassemblement. Eh bien, lorsqu'Averroès commente ce passage, il défend lui aussi l'idée d'une postériorité de la fusion, de l'ittihad, et parle d'un transfert, je le cite, conduisant de la continuatio à l'adunatio, de la continuité à l'union parfaite. C'est cette idée physique qui peut se retrouver pour l'intellect en un sens qui confirme ce que j'ai dit. La jonction dont Averroès parle en psychologie, c'est celle, disais-je, de l'intellect à son acte, celle de l'intellect matériel à l'intellect agent. Cette jonction est progressive, elle demande du temps. Le temps du concept, le temps de la science où l'on engrange le savoir et où on s'habitue à penser. C'est le temps au cours duquel, dit Averroès, d'une formule d'origine physique, elle aussi, nous nous mouvons vers la jonction. Nous nous mouvons vers la jonction finale lorsque l'intellect agent sera devenu totalement notre forme. Lorsque notre intellect, de puissance qu'il était, se sera pleinement assimilé à son actualité. Ce qui intéresse Averroès n'est pas de penser comment l'homme peut accrocher un intellect extrinsèque. Ce qui l'intéresse, c'est d'établir comment l'intellect de l'homme gagne, par éclaircies successives, par vagues d'éclosion, de marche en marche, son adunatio, son union, son faire parfaitement un avec l'intellect agent. Ce qu'il faut concevoir par conséquent quand on parle de jonction, c'est cet épanouissement de la forme, de la continuatio à l'adunatio, son devenir vertueux, le fait que déjà là, elle est, comme on le dit d'un corps un peu trop gracile, et on revient au fitness, à s'étoffer jusqu'à coller à sa nature complète. Il nous manque un mot peut-être pour caractériser cet essor de l'intellect compris comme pouvoir être intelligent d'un corps déterminé. J'en propose un, certes théologiquement saturé, celui d'assomption. Ce n'est pas si incongru. Plusieurs théologiens latins médiévaux, nous l'avons vu encore ce matin, n'ont pas manqué en effet de relever qu'il existait des similitudes entre la noétique d'Averroès et plusieurs des dogmes chrétiens. Guillaume d'Occam, par exemple, note avec beaucoup de finesse que l'union spéciale, la copulatio, le couplage qu'Averroès essaye de penser entre l'intellect et selon lui l'homme, est une sorte d'assomption structurellement proche de celle par laquelle, dans le christianisme, le Verbe assume la nature humaine. Et dans la tradition, du reste, Jésus-Christ, en tant que trait d'union, est parfois appelé copulator, celui qui joint, celui qui couple. Ici, donc, en inversant le sens de l'assumptio, en l'horizontalisant, si je puis dire, je dirais de l'intellect qui se couple à son acte, qui déploie et parachève son être, qui l'assume son acte, voire qui l'incarne. Or, comment cela s'opère-t-il ? Nous arrivons au fantasme. Le fantasme est la clé chez Averroès, puisque c'est lui, au sein d'un même être, qui donne à l'intellect humain de s'effectuer, puisque pour chacun, c'est de lui que dépend, avec lui que se fait l'assomption des actes intellectuels, l'assomption de l'intellect par lui-même. La thèse est simple d'abord, et vaut pour tous les péripatéticiens, c'est qu'on ne pense pas sans images, qu'il faut des images pour fournir un contenu à la pensée en la reliant au monde. Il n'y a d'intelligible pour l'homme, autrement dit, qu'à partir de l'image qui concentre la vérité des choses. Pas d'image, pas d'objet. Pas d'image et l'intellect reste vide, en puissance, virginal. Averroès a un mot pour cela, c'est celui de moteur. L'image, mobile, changeante, est motrice. Elle est motrice de l'intellect récepteur qu'elle actualise en le déterminant. Mais elle n'est pas que cela. Elle n'est pas que la fourniture ponctuelle de l'abstraction mentale. D'une part, en effet, le fantasme est le corrélat psychosomatique permanent du concept, puisque l'universel, pour l'homme qui progresse, n'est jamais saisi qu'avec l'image, conjointement, dans la maîtrise et l'examen constant de l'image. D'autre part, le mouvement qu'enclenche le fantasme n'est pas, il faut s'en souvenir, qu'un accroissement du savoir. Quand je fantasme, je produis de l'intelligible. Mais quand je produis de l'intelligible, non seulement je développe quantitativement le contenu cognitif de mon savoir, mais qualitativement, j'étoffe, j'épanouis l'être même de mon intellect en continuant ma puissance formelle à son acte. Dans le fantasme, par conséquent, avec lui, ce qui se joue, c'est le déploiement même de ma forme, sa perfection, si bien qu'il faut, là, concentrer son effort d'être humain. Il faut fantasmer. Il faut fantasmer sa forme. C'est la leçon d'Averroès. Fantasmer sa forme, c'est-à-dire développer, cultiver le champ de ces images par lesquelles, relativement auxquelles, dans le contrôle ou dans l'habitus desquelles, l'intellect matériel devient l'intellect agent. Chez Averroès, certes,
l'imagination n'est pas à proprement parler l'intermédiaire de la pensée. C'est-à-dire que l'imagination n'est pas pour la pensée ce qu'est le diaphane pour la vue, le diaphane étant le milieu qui assure le passage de la forme perçue d'un état à un autre. Cela étant, il n'est pas faux de poser que l'imagination est un espace qu'on pourrait dire potentiel en réactivant un concept bien célèbre de la psychanalyse. Un espace chargé de puissance, l'espace où se détermine, où se décide la transition de la forme intellectuelle vers elle-même. Une formule inouïe, me semble-t-il, chez Averroès, dit d'ailleurs cette puissance du fantasme. Une formule sur laquelle on a toujours glissé. C'est celle appliquée à l'imagination de virtus informans, une formule latine qui signifie littéralement la puissance informante ou le pouvoir informant, et qui traduit l'arabe quwwa musawwira. L'imagination, faculté du fantasme, celle qu'on appelle le plus souvent, pour traduire la fantasia grecque, la virtus imaginativa, ou la quwwa mutakhayila, est dite aussi quwwa musawwira, virtus informans. On peut en faire une lecture faible, qui n'est pas fausse. L'imagination, si l'on entend par là la faculté imaginative, qui fait suite au sens commun dans la partie antérieure du cerveau, est puissance informante en tant que puissance réceptrice, que puissance de stockage, d'emmagasinage des formes reçues, centralisées et perçues par le sens commun. L'informante ici est plutôt l'informée. Elle est un premier réservoir, un premier trésor où se sédimentent passivement, avant que n'interviennent les autres puissances cérébrales infrarationnelles, les résidus intentionnels non encore raffinés de notre expérience du monde. Mais il est une lecture forte aussi de cette idée de virtus informans. Elle vaut cette fois pour toute l'imagination, pour l'ensemble des puissances imaginatives, cogitatives, mémoire, en charge au niveau cérébral d'un travail sur l'image préparatoire à l'abstraction proprement intellectuelle. L'imagination, en ce sens global, est virtus informans d'une autre façon, cette fois bien active, dont il faut absolument prendre la mesure. Et cela demande de repérer ceci, que l'expression de virtus informans ou de vis formativa, appliquée au fantasme, est celle-là même qui sert chez les Arabes et les Latins à traduire la plastiqué dynamis de Galien, à savoir cette ingénieuse puissance plastique, configurative, façonnante, voire créatrice, présente dans la chaleur vitale et qui, dans la nature, œuvre comme un art à la génération et au déploiement du vivant. Chez Galien, en effet, qu'Averroès avec bien d'autres reprendra, on trouve, incluse dans la semence mâle, une chaleur servant de support à une force génératrice qui préside à la formation du vivant, en déployant dans la matière les différentes déterminations des espèces préconçues dans l'intelligence divine. Cette force, dans l'arabe d'Averroès, est convoyée par une chaleur dite mutakawwina, génératrice. Elle a pour effet, pour acte, le tahliq, le façonnement, la configuration, ou encore le taswir, c'est-à-dire la formation. Et son nom, donc, est musawwir, ce qui signifie littéralement le formateur. Eh bien, ce nom, c'est chez Averroès celui que prend aussi l'imagination, ou disons le fantasme. Le fantasme, chez Averroès, est au sein de l'homme ce que chez Galien, la puissance artiste est en tout vivant qui s'engendre. Comme si les deux s'articulaient. La puissance artiste qui pilote le déploiement des formes du vivant dans la nature débouche, de complexification en complexification, sur la forme de l'homme, c'est-à-dire sur l'intellect matériel qui survient en haut de l'échelle de la nature, par émergence progressive, comme puissance d'un être non mélangé à son corps. Sauf que cette forme sur quoi l'on débouche n'est d'abord, on s'en souvient, qu'une puissance à quoi revient de s'accomplir. C'est là que la transmission se fait. La force qui désormais présidera à cet accomplissement, c'est le fantasme. C'est celle du fantasme. Le fantasme est comme le relais dans l'homme de la force plastique du monde vivant. Le fantasme n'est pas seulement ou pas vraiment l'instrument de cette force. Il en est le prolongement. Il est lui-même formativus. Il poursuit l'œuvre de plasmation, l'œuvre métamorphique, en donnant à l'intellect de gagner son être plein. Le fantasme est l'informans, le musawwir, le formateur de cette forme puissance qu'est l'intellect. Il faut véritablement faire résonner cette formule. Le Moyen-Âge latin a bien connu et largement utilisé la notion de donateur de forme, comme on sait, le dator formarum, qui traduisait le wahib as-suwar d'Avicenne. Ce donateur de forme, c'était l'intellect agent, instance illuminatrice supérieure, destinée à infuser les formes dans l'esprit de celui mis en état de les recevoir. Mais ici, chez Averroès, quelque chose d'autre a surgi. L'idée du fantasme, non pas comme donateur, mais comme formateur de forme,
comme formateur de la forme en puissance qu'est l'intellect matériel. Les Latins n'ont cessé de travailler la notion d'intellect agent. Et par souci d'équilibre, de correspondance systématique, certains sont même allés, au nom d'Averroès d'ailleurs, jusqu'à défendre l'idée d'un sens agent, d'un sensus agens, qui aurait eu sur le sensible le rôle qu'il reconnaissait à l'intellect agent sur l'intelligible. Mais Averroès, lui, nous suggère une autre idée, qu'il place au cœur de son anthropologie et tout autrement que ne font les soufis. L'idée de l'imagination agente, l'idée du fantasme agent, non pas seulement moteur ponctuel de tel ou tel intelligible abstrait, mais convertisseur formel de l'énergie psychosomatique issue de l'expérience du monde. C'est cela, fantasmer sa forme, déplacer par l'image sa ligne de flottaison, déplacer le curseur de sa propre épaisseur ontologique comme une transgression repoussant du dedans l'effectivité, le point de réalisation de sa forme. On peut en percevoir l'importance par une autre entrée. Car pour dire cet accroissement de la forme, Averroès a encore un autre concept. Le concept, le mot en question a l'air courant, mais il est technique et au croisement de plusieurs champs. C'est celui d'acquisition, adeptio ou acquisitio en latin, kasb ou iktisab en arabe. Fantasmer sa forme veut dire l'acquérir en fantasmant. Dans les termes précis de la pensée d'Averroès, quand je produis un concept sur la base de mes fantasmes, avec eux, je l'acquiers. Et plus j'en acquiers, plus j'acquiers l'intellect lui-même, plus j'acquiers mon intellect, plus je m'avance vers ce degré ultime de l'intellectualité, de la formalité humaine, ou le stade de l'intellect, le stade de l'intellect dit acquis. Fantasmer sa forme veut dire, en fantasmant, lui donner de se parachever, c'est-à-dire de passer de l'état d'intellect matériel pure puissance de pensée à celui d'intellect en acte, d'intellect en habitus, jusqu'au rang parfait de l'intellect acquis, où mon essence et mon acte pour finir coïncideront. Sous cet angle nouveau, par conséquent, on dira du fantasme qu'il est pour l'individu l'espace de son acquisition mentale, la scène où elle se joue. Toutefois, que désigne plus précisément cette acquisition ? Que veut dire qu'on suspend au fantasme, non plus se joindre, se coupler, être continu à son acte, mais acquérir son acte, acquérir son intellect, acquérir sa forme. Pour le saisir, on peut quitter un instant la falsafa et lire un peu de théologie, cette fois islamique. Car le concept de kasb, d'acquisition, c'est bien connu, est l'une des grandes notions des théologiens de l'islam sunnite. Elle s'applique à l'acte humain et sert à concevoir le type de rapport que l'homme, sans en être le créateur, entretient à son acte, si l'on veut sauver sa responsabilité et, ce faisant, le bien fondé de l'idée même de jugement dernier. L'homme ne crée pas son acte, disent les théologiens acharites, adversaires d'Averroès, mais il l'acquiert, et en tant qu'il l'acquiert, il aura bel et bien à répondre de ce qu'il a fait. Il se peut qu'Averroès, par ailleurs juriste, d'abord juriste, ait acclimaté en philosophe cette notion théologienne de kasb pour élaborer quelque chose comme un kasb aristotélicien lui permettant d'inscrire la compréhension de l'intellect acquis dans le cadre plus large d'une certaine conception de l'agir humain. De fait, dans l'un de ses livres, le livre du dévoilement des méthodes de démonstration des dogmes de la foi musulmane, Averroès, une fois n'est pas coutume, vante sur la question de l'acquisition un théologien acharite. Ce théologien, c'est Al-Juwayni, et plus exactement le Juwayni d'une petite épître dont je voudrais retenir une chose. Dans ce court texte, en effet, Juwayni répète une formule à propos de l'acte humain dont il semble essayer de penser ce qui le rend intrinsèquement digne de récompense ou de châtiment. Cette formule est d'apparence fort peu acharite, mais aussi presque incompréhensible, me semble-t-il, dans un cadre aristotélicien strict. À savoir qu'il serait insoutenable que, je cite Juwayni, la puissance, la capacité de l'homme, sa qudra, n'est pas, je garde volontairement le terme arabe, d'athar sur son acte. Averroès pourrait reprendre cela, qui expliquerait chez lui ce que l'acquisition bien comprise désigne. La puissance de l'homme possède et doit posséder un athar sur son acte. Qu'est-ce qu'un athar ? Évidemment, dans ce cadre, c'est un effet, une efficience, une influence. La puissance de l'homme, en l'occurrence l'intellect, s'il est responsable, s'il est cause, doit avoir un effet sur ce qui, dans cette mesure, est produit comme son acte. C'est exact, et la question se poserait ensuite de savoir où exactement se situe cette efficience. Mais je lirai ici la phrase un peu autrement en convoquant la langue arabe.
Athar, originairement, cela désigne l'incision faite sous la patte du chameau pour rendre son empreinte identifiable. L'athar, c'est l'entaille qui rend le pas de l'animal traçable. C'est la marque qui fait de la trace laissée sur le sol une signature, un signe, et qui rend possible d'en suivre le cheminement. Avoir un athar sûr, ainsi, c'est presque littéralement imprimer, faire impression, et par là même faire signe, voire se signifier tout au long d'un parcours. Si donc c'est par le fantasme qu'on acquiert son acte de pensée, son intellect, sa forme, et qu'acquérir désigne ce fait d'avoir un athar sûr, on dira que j'ai par le fantasme un athar sur mon acte intellectuel, et que donc le fantasme est au concept, à l'intellect, à sa forme même, ce que l'entaille est au pied du chameau qu'on marque. Fantasmer sa forme, c'est, par le fantasme, l'acquérir, c'est-à-dire pour l'individu, pour son corps, s'indiquer, se signifier en marquant cette forme dans son mouvement vers l'intellect agent. Cela rejoint l'idée majeure d'Averroès selon laquelle le fantasme, à titre de moteur, constitue le second sujet de l'intelligible en acte, lequel sujet, propre à l'histoire, à l'expérience mondaine de chacun, conditionne et explique le caractère à la fois engendré et individuel de la pensée. Ibn Bajjah, le modèle du jeune Averroès, andalou lui aussi, insistait sur la relation, c'est son terme, idafa, entre l'intelligible et le fantasme lui servant de substrat. Pour l'homme qui tend vers le savoir absolu, l'intelligible s'appréhende toujours dans sa relation à l'image dont il est tiré et qui l'ancre dans le réel d'un corps singulier. Averroès l'a repris, on l'a vu. Le concept, dit-il, s'appuie, se fonde sur le fantasme. Il lui est lié, attaché. Et tandis qu'on progresse dans la connaissance, c'est comme concept de tel ou tel fantasme, comme concept relatif à tel ou tel fantasme, toujours qu'on l'appréhende. L'athar dit cette relation, par où l'individu, en fantasmant, vient comme poinçonner le concept, l'affecter, l'inscrire dans une histoire, la sienne, et ce faisant, quoique dans l'universalité du vrai, se l'arroge. Le fantasme constitue la marque qui signe le rapport de l'individu au concept. Comme l'indique la notion de mouvement vers la jonction terminale qu'emploie Averroès, l'acte, l'actuation de l'intellect est un chemin qui relie une expérience du monde à un contenu intelligible. Et le fantasme est l'entaille qui fait de cet acte l'acte de quelqu'un et qui rend son tracé identifiable, qui en fait, d'un terme très avéroïste, une voie, V-O-I-E. Le fantasme trace la ligne de vie à l'œuvre dans la pensée de celui qui pense. En arabe, d'ailleurs, c'est un adage, un être sans athar, sans empreinte, est mort. Je ne vis qu'en tant que je suis capable d'empreinte. L'athar fait du concept la pensée d'un vivant, une pensée vivante. Benjamin a une page remarquable pour dire ce que cette vie produit et recouvre. C'est dans Brèves ombres, à propos d'une phrase d'Alfred Schuller. Je dirais avec lui, avec Benjamin, que le fantasme n'est pas seulement en tant qu'objet variable, ce qui fait progresser de connaissance en connaissance, mais en tant que marque, en tant que prise vivante sûre, le fantasme, c'est ce qui apporte, je cite Benjamin, un saut à l'intérieur de chaque connaissance elle-même. À savoir, je le cite encore, un écart minime. Fin de la citation. Écart minime, mais décisif, qui authentifie la pensée, qui en fait autre chose dans son universalité, je cite Benjamin, qu'une marchandise de série fabriquée sur un patron. Le fantasme porte l'écart, l'ébranlement, l'œuvre, autre traduction possible d'athar, qui dans sa trame originale authentifie la pensée, l'intellect, la forme et même d'ailleurs l'attribut. Car le fantasme est voulu chez Averroès, c'est un espace de contrôle. Et athara d'ailleurs veut dire choisir, avoir une préférence sûre, élire, eligere en latin, en tout cas dans le latin d'Avicenne. L'athar que le fantasme laisse sur le concept, l'individu l'a voulu. Et dans cette mesure, le concept marqué lui revient. J'ajoute qu'à la 10e forme verbale, le verbe arabe istathara, de même racine qu'athar évidemment, signifie accaparer, s'attribuer, ou vulgairement, et je retrouve une formule que j'ai employée plus haut, mettre le grappin sur. L'homme ne met pas le grappin sur un intellect extrinsèque. En lui, le fantasme met le grappin sur le concept qu'il cause. Et ce faisant, estampille, ouvre, du verbe ouvrer, la pensée. De nouveau, ici, la théologie islamique est éclairante, même si Averroès le plus souvent s'y oppose.
Certains des plus grands théologiens charites, comme Al-Baqillani par exemple, disent ceci en effet à propos de l'acquisition, que si l'homme ne crée pas son acte, parce que cela c'est Dieu qui le fait, l'homme place dans l'acte toutefois, il loge en lui une qualification, un caractère, un hal, un état. Reprenant la théorie des états d'Abu Hashim bin al-Juba'i, Al-Baqillani dit que l'homme acquiert son acte en tant que, même s'il ne le crée pas, il y détermine un certain état. Je n'entre pas dans le détail, mais je dirais cela aussi du fantasme, qu'il place un athar dans le concept, dans l'intellect, dans la forme, comme l'homme chez Baqillani détermine un état dans son acte, en l'occurrence, par exemple, l'état d'être voulu par moi et qui fait de moi un pensant. Tout concept revêt une qualification propre en tant qu'il s'adosse à tel fantasme. Il y a dans tout concept un trait distinctif, une marque qui détermine le fantasme humain sans créer la vérité elle-même, et qui fait du concept un concept connu par moi, et de moi un moi connaissant ce concept. Mais athar est un terme riche, et il revêt un sens encore qu'il m'importe de relever pour terminer. Le fantasme de l'homme, disions-nous, a un athar sur son acte, sur l'intellect, sur la forme. Or en islam, l'athar, ce peut être aussi le document. Et plus exactement, comme chez Al-Razali, non pas l'archive enfouie, morte, mais le document traditionnel, celui, outre les hadiths, celui qui remonte aux pieux anciens, aux compagnons du prophète, et dont il faut témoigner, qu'il faut rapporter, qu'il faut continuer de rapporter. Le verbe d'ailleurs dont athar est le nom, à savoir athara, signifie d'abord transmettre, rapporter, relater, on pourrait dire transmettre en relatant. L'athar, c'est le document, sa tradition, la transmission de ce document, sa narration. Je voudrais poser ceci par conséquent, que si le fantasme de l'individu a un athar sur l'acte de pensée, sur son intellect, sur sa forme, c'est en faisant de cette forme un athar, c'est-à-dire une trace, un document où s'atteste la vie d'un homme, l'enchaînement de ses habitus en un mot, son histoire, et une histoire qu'il s'agit de relater. Le fantasme n'est pas qu'un marqueur de la forme, son corrélatif qui l'individualise, ni seulement un marqueur volontaire susceptible d'être contrôlé, et qui, dans cette mesure, attribue la forme individualisée, ou pour ainsi dire se l'acquiert. Non, en tant qu'il constitue la forme comme document à transmettre, le fantasme loge en elle une puissance de récit. Il l'ouvre à la possibilité, puis à la nécessité de sa propre narration. En droit musulman, la preuve par excellence, c'est le témoignage oral. L'écrit et le cachet peuvent donner lieu toujours à des falsifications, si bien que tout ce qui se marque jusqu'à la propre écriture et la signature du juge ne vaut que sous le couvert du témoignage, dans son oralité. Ici, nous dirons de même. Le fantasme, en tant que marque de la forme, ne suffit pas à l'authentifier. Le fantasme certifie la forme en tant qu'il confère à son individu la puissance de témoigner pour soi. Fantasmer sa forme signifie, par le fantasme, l'acquérir, c'est-à-dire lui donner de croître et de se dire. Un auteur latin de la fin du XIIIe siècle, le pseudo-Kilwarby, dans un commentaire sur le Priscien majeur, nous en donne une confirmation inattendue. Dans un développement technique, ce pseudo-Kilwarby fait référence à un passage, lui aussi, archi-célèbre d'Aristote sur la voix, au livre 2, chapitre 8 de son traité de l'âme. La voix phonée n'est pas le son, dit d'abord Aristote, car seul un être animé possède une voix alors que n'importe quel matériau peut rendre un son. Cela étant, tout son émis par un animal n'est pas voix, puisqu'on peut par exemple produire un simple son, qui n'est pas une voix, avec la langue ou en toussant. Pour que le son soit voix, il faut donc non seulement que l'être qui le produit soit animé, mais en outre, je cite Aristote, qu'il soit doué de quelques représentations, c'est-à-dire en grec quelques phantasia. Il n'y a de voix ainsi qu'avec l'imagination, qu'avec des fantasmes, voire par eux. Et c'est ce que suggère le pseudo-Kilwarby, et cela en citant Averroès, qu'il déforme, je n'entre pas dans les détails, mais d'une déformation pour moi très significative. Que dit-il ? Ut dicit Averroès, imaginatio est vis formativa vocis. Comme le dit Averroès, l'imagination est la vis formativa, la puissance formatrice de la voix. L'imagination ou le fantasme est vis formativa, nous l'avions vu, mais non pas seulement du point de vue ontologique qu'on a repéré, comme en relais de la plastiquée dynamis de Galien, à titre de puissance formatrice interne, chargée de déployer la forme de l'individu, de former la forme, pour ainsi dire, en la menant à sa perfection.
Puissance formatrice, le fantasme, pour finir, l'est aussi de la voix, c'est-à-dire chez l'homme, celle de la raison. Le fantasme charge le son d'une signification qui peut en faire une voix. Il est ce par quoi la forme parle et en fait, même s'il faudrait du temps pour le justifier, se dit. Il forme la forme en dernier lieu en lui donnant de se dire. Cela montre assez quelle fonction constituante, contre la critique traditionnelle, revient au fantasme, Averroès laissant ici s'esquisser l'idée très contemporaine d'un jeu narratif, s'identifiant dans le récit de sa propre histoire comme auteur de sa propre légende, comme révélant, comme révélateur dans l'immanence de soi à soi de sa propre prophétie. Toutefois, avec Averroès, me semble-t-il, ce n'est pas sur cela qu'il faut conclure, et que je ne ferai que suggérer. La puissance du fantasme n'est pas que dans cette constitution de soi, s'achevant dans la parole, surtout s'il devait seulement s'agir de s'écouter dans cette confession et de regarder seulement qui l'on fut. Ce que constitue la forme qui se dit, qui dit ces images en vérité, ce qu'elle ouvre, c'est peut-être au contraire, ou en plus, et surtout, un espace public. Fantasmer sa forme débouche sur la communication des images, qui, déclinées sous des modes divers, celui propre à la philosophie, celui de la politique, celui de la religion, jusqu'à la poésie, visera dans la cité non pas à se singulariser comme on pouvait l'attendre, mais en vérité d'un renversement très caractéristique de la pensée farabo-avéroïste, à universaliser autant que possible les capacités de chacun, comme si fantasmer à sa forme donnait aux autres, au profit de l'universel, de fantasmer la leur. Je vous remercie.